Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Turbine Podcast, le podcast qui parle aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on s'intéresse pour la deuxième fois à un modèle qui attire de plus en plus de porteurs de projets, la franchise. Nous en avions déjà parlé il y a quelques mois autour d'une table ronde avec 3 franchisés et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Goncel, directeur promotion de la Fédération française de la franchise. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Bonjour Noah, merci pour l'invitation. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter et également nous expliquer c'est quoi la FFF? Très bien, écoutez, encore une fois, merci pour l'invitation. Pour situer le cadre, la FFF, donc c'est une fédération professionnelle qui représente le modèle de la franchise depuis 1971. On a 3 missions clés. La première, ça va être la promotion, promouvoir et défendre le modèle auprès des pouvoirs publics, principalement. Deuxième mission clé, ça va être garantir l'éthique via notre code de déontologie. Je pourrai en reparler un petit peu plus en détail plus longuement après. Et troisième point, c'est fédérer. Aujourd'hui, c'est 180 réseaux adhérents et on a également un collège d'experts. Et mon rôle au sein de la fédération, c'est justement de piloter l'animation et la promotion. Concrètement, je m'assure que les réseaux disposent des meilleurs outils pour performer et je coordonne nos experts et ce qui permet de travailler et de valoriser ce modèle d'entrepreneuriat. Super. Le salon Franchise Expo Paris 2026 arrive très bientôt. Quelles nouveautés ou temps forts peut-on attendre de cette édition? Alors, c'est un rendez-vous incontournable, clairement, qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. On a adapté récemment le format pour qu'il soit encore plus efficace pour les visiteurs. Donc, c'est un salon qui se tient désormais sur 3 jours, du samedi au lundi. Donc, cette année, ça aura lieu du 14 au 16 mars. Côté contenu, on a renouvelé les conférences avec des nouveaux intervenants pour coller vraiment à l'actualité. On va parler d'intelligence artificielle, de développement à l'international, qui est un vrai sujet aujourd'hui avec la situation politique en France. Du coup, ça donne des perspectives pour s'ouvrir à l'international, mais aussi et surtout de sessions-transmission. Encore une fois, on est dans une période de papy boom où on a énormément de personnes qui vont céder leur business. Donc, il y a des vraies opportunités à prendre. Donc voilà, en tout cas, c'est l'occasion idéale pour venir découvrir les nouvelles tendances du marché. Super, merci beaucoup. Pour démarrer, je vous propose de revenir aux fondamentaux et de poser les bases de la franchise. Alors, pouvez-vous nous expliquer simplement ce qui caractérise la franchise et ce qui la distingue des autres formats de commerce organisé? Alors, la franchise, ça repose sur un triptyque indissociable. S'il manque un des trois, c'est pas de la franchise. Ça peut être un modèle économique qui s'en rapproche très fortement. Le premier, c'est une marque. C'est la notoriété et l'enseigne. C'est ce que vous prenez, c'est ce qui va vous coûter le plus cher, entre guillemets. Le deuxième, vous payez un savoir-faire. Donc c'est une méthode secrète, substantielle et identifiée qui a fait ses preuves. Et le troisième point, ce qui peut manquer dans beaucoup de choses qui vont s'en rapprocher, c'est l'assistance. C'est vraiment ce qui nous distingue de la licence de marque, par exemple. Le franchiseur doit vous accompagner en continu. Donc c'est un véritable partenariat opérationnel. Ah oui, d'accord. Si on parlait d'évolution de la franchise, est-ce que le secteur est en croissance et si oui, est-ce qu'on a des activités qui en ressortent? Absolument. Donc le modèle, depuis de nombreuses années, a prouvé sa pérennité. Pour vous donner quelques chiffres de la dernière enquête, alors que nous sommes en train d'actualiser, les prochaines statistiques sortiront en mars de cette année, mais les chiffres sont très parlants. En France, on compte 2089 réseaux en franchise. Un chiffre qui est en constante augmentation depuis que l'on a lancé l'enquête en 1971, où on a commencé avec 500 réseaux. Donc je vous laisse imaginer la courbe de croissance. Aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui pèse 89 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, le secteur, c'est un peu plus de 960 000 emplois. Donc c'est un véritable moteur économique local. Et au-delà des chiffres, on observe deux mouvements de fond. Alors ça, c'est des dynamiques qui peuvent évoluer. Une dynamique sectorielle forte dans les services à la personne et le B2B. Si on regarde un petit peu sur les modèles anglo-saxons, américains ou anglais, on a un vrai décalage sur le service B2B. Donc il y a des belles opportunités encore à créer en tant que nouveau franchiseur. Il y a vraiment des services totalement nouveaux à dupliquer en France.
et la restauration rapide qui voit une montée en gamme. Voilà, on a un pays de gastronomie, donc la restauration est un secteur avec beaucoup de dynamisme qui peut parfois être un peu saturé, mais justement ces équilibres se font, on le voit en tout cas en tirant vers le haut. Voilà, d'où cette montée en gamme. Et ensuite, on voit une vraie professionnalisation. On est loin de l'amateurisme, hein. Aujourd'hui, les réseaux, ils sont structurés, ils sont pilotés par la donnée. L'intelligence artificielle contribue beaucoup justement à structurer ces réseaux. Et c'est cette rigueur qui permet au concept de durer, et qui font la différence entre les réseaux qui vont perdurer et ceux qui vont malheureusement s'arrêter très vite. Ok. On entend parfois que la franchise sécurise l'entrepreneuriat. Est-ce exact? Alors, en tout cas, ça réduit considérablement le risque, ça c'est sûr. On part pas d'une feuille blanche, et en fait, le concept de la franchise, c'est de dupliquer un succès. On dit souvent, les entrepreneurs, les franchisés, ce sont des indépendants, mais jamais seuls. Alors attention, le risque zéro n'existe pas, ça reste de l'entrepreneuriat. La franchise, ça demande de la discipline pour appliquer le concept. Ok. Lorsqu'on souhaite entreprendre en franchise, comment choisir sa franchise? Par passion pour un secteur, par notoriété d'une enseigne, selon son apport personnel? Alors en effet, l'apport personnel, ça peut être un filtre initial, ça c'est évident. On peut avoir 10 000 euros de côté, 30 000 euros de côté, 100 000, voire plus. Donc ça va être un premier critère de sélection. Mais le vrai critère, ça va vraiment être l'affinité avec le métier au quotidien. Il ne faut pas choisir une enseigne juste parce qu'on aime le produit en tant que client. Il faut vraiment choisir parce qu'on se voit manager les équipes et gérer ce type de commerce dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un choix de vie. Et le dernier critère, ça va être la géolocalisation. Est-ce que je veux entreprendre dans la région où je me situe ou est-ce que je suis prêt à déménager pour aller entreprendre à l'autre bout de la France ou dans une région où il y a une opportunité, même si je ne la connais pas très bien? Et de manière concrète, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de signer? Alors, la première chose, c'est demander le DIP. Le DIP, c'est ce que l'on appelle le document d'information précontractuelle. C'est un gros avantage pour les franchisés en France. C'est pas obligatoire dans tous les pays. En tout cas, ça l'est en France et c'est très important. C'est la Bible qui contient tout l'historique du réseau. L'objectif, c'est vraiment de lire ce document. Il est essentiel, il est important. C'est le franchiseur qui vous le fournit. Alors attention, il n'est pas remis systématiquement. Il est remis à un porteur de projet que le franchiseur sent, avec lequel il y a un potentiel. Il faut déjà avoir fait un premier, voire un deuxième entretien, téléphonique ou visio ou physique, pour vraiment prétendre à ce DIP, parce que ça reste un document qui est confidentiel. Donc il faut vraiment prendre le temps de le lire, et c'est ce document qui va permettre au franchisé de se faire une idée sur la qualité, la pertinence du réseau dans lequel il va s'engager. Ensuite, il faut poser des questions sur l'animation. Comment est-ce que vous allez m'accompagner après, pendant et avant l'ouverture? Voilà. J'insiste sur le point pour les auditeurs, pensez à la reprise. C'est un élément que j'évoquais en préambule. La session de transmission est un vrai sujet d'actualité. Aujourd'hui, reprendre une unité existante, c'est souvent plus sécurisant que de la créer. On récupère un chiffre d'affaires, une équipe, un emplacement. Donc c'est un axe fort de nos ateliers, de nos webinaires en ce moment à la fédération. Ok. Est-ce qu'il y a des profils qui réussissent mieux en franchise? C'est pas une question. Oui, on va dire un profil qui est commerçant. On le voit de plus en plus, le gros avantage de la franchise, c'est que le franchiseur va vous apporter son savoir-faire, ses connaissances, son accompagnement, une méthode et des process. Donc nous, ce que l'on voit de plus en plus, c'est que les franchiseurs vont chercher un profil qui a déjà un savoir-être. Et le savoir-faire, il va être transmis par le franchiseur. Donc ce que les franchiseurs vont attendre, c'est quelqu'un qui a une volonté d'entreprendre, qui a un esprit commerçant, une volonté de manager les équipes. Alors ce point-là peut être encore un petit peu à part, parce qu'on voit aussi naître des nouveaux concepts sans équipe, donc avec un format un peu différent. Mais vraiment, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité à vouloir entreprendre et à vouloir créer son business, tout en tension. La limite de l'entrepreneuriat en franchise, c'est celle-ci, tout en acceptant de rentrer dans le moule qui est imposé par le franchiseur avec les règles du franchiseur. Voilà. Ok.
Nous, en tant que service commerce de la communauté urbaine de Dunkerque, on voit souvent des profils qui sont intéressés par la franchise. Donc pour les partenaires sur lesquels s'appuyer, on les oriente forcément à Dunkerque vers la Turbine, qui est la place des entrepreneurs, où on va retrouver des structures d'accompagnement telles que la CCI Littoral Hauts-de-France, la CMA Hauts-de-France, Initiative Flandre ou encore BGE Flandre Création. Est-ce que vous conseillez d'autres partenaires sur lesquels s'appuyer, comme par exemple des experts comptables ou peut-être d'autres partenaires auxquels on ne penserait pas forcément? Alors, de façon globale, les partenaires que vous avez en local sont très régulièrement dupliqués en région, un peu partout en France. Donc, je rejoins l'analyse déjà. Renseignez-vous avant tout auprès de votre chambre de métier ou de chambre de commerce locale. La grande majorité d'entre elles ont un process d'accompagnement, des formations, ou en tout cas des contacts. Si on veut parler plus précisément de la franchise, on peut aller plus loin. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne restez pas seul. Voilà, ça c'est mon rôle à la FFF de coordonner ce qu'on appelle un collège des experts. Il faut un avocat spécialisé pour lire le contrat. Il faut un expert comptable pour le prévisionnel. Ça, c'est important. Et j'insiste sur le fait de choisir des professionnels qui connaissent la franchise. Trop souvent, les gens se font accompagner. Alors, c'est encore plus vrai pour les porteurs de projets futurs franchiseurs sur la partie avocat. Certains avocats pensent connaître la franchise sous prétexte qu'il n'y a pas de loi propre à la franchise. Il n'y a que des jurisprudences, mais c'est ce qui fait toute la différence. Et on voit, nous, des jeunes entrepreneurs qui se font accompagner pour créer leur business model et leur contrat de franchise par des avocats qui ne sont pas experts en franchise et qui les mettent à risque sans vraiment s'en rendre compte. Donc rendez-vous sur le site de la Fédération française de la franchise. Vous y trouverez un espace dédié au Collège des experts. Et sur cette liste, enfin dans ce collège, vous y trouverez une vingtaine d'avocats, quelques experts comptables et plutôt pour la partie futurs franchiseurs, vous y trouverez également des spécialistes en développement, accompagnement de réseau, marketing, communication. Nous, on travaille avec des partenaires comme Inextenso ou Fiducial, par exemple, qui, dans leurs équipes, ont des personnes qui sont spécialisées en franchise. Et on a également des banques partenaires, comme la Banque Populaire, qui est la banque des franchiseurs et des franchisés, qui est spécialisée et qui a des antennes en région, surtout. Ça, c'est important par rapport à d'autres banques. Et les structures comme la Turbine ou le CCI, comme je le disais, sont les premières portes à pousser quand vous êtes en région, en local. Ok. Si on parle maintenant un petit peu de la relation franchiseur-franchisé, quels sont les niveaux d'accompagnement qu'un franchisé peut attendre de son franchiseur et comment peut s'articuler l'équilibre entre autonomie entrepreneuriale et respect du concept de l'enseigne? Alors là, il y a deux sujets. Le premier, comme je l'évoquais, c'est un des trois piliers de la franchise, l'accompagnement. Donc l'accompagnement doit être présent à chaque étape. Ça commence par une formation initiale, souvent qui peut durer plusieurs semaines. Il y a une aide au démarrage qui est assez classique, où le jour de l'ouverture, avant, pendant l'ouverture, ça peut durer plusieurs jours, vous avez un accompagnement. Et ensuite, l'animation de réseau qui va durer toute la durée du contrat. L'animateur de réseau, il passe vous voir, il analyse vos chiffres, il vous coach, voilà, il vous accompagne. Il peut y avoir également une notion de vérification d'audit pour savoir si les process sont respectés, soit parfois par l'animateur, soit par une autre personne. À la FFF, hein, d'ailleurs, on explore comment l'IA peut libérer l'animateur des tâches administratives pour qu'il puisse passer plus de temps sur l'humain. Après, concernant le niveau d'autonomie, là, il faut poser les questions. Comme je le disais en préambule aussi, quelles sont les questions à vous poser une fois que vous avez ce DIP? Posez les questions à vos franchiseurs et soyez transparent, soyez honnête. Nous, je fais souvent le parallèle, hein, ça fait sourire, mais la relation franchiseur-franchisé est très très proche d'une relation de couple. Dans les étapes de démarrage, c'est pareil, on fait connaissance, il y a plusieurs personnes sur le marché, hein, donc on apprend à se connaître. Si déjà on n'est pas honnête avec soi-même, et qu'on n'est pas transparent avec ses envies, ses besoins, ses attentes, on va au casse-pipe, ça c'est évident, puisque si on n'est pas transparent avec le franchiseur sur ses attentes, sur ses capacités, ça va forcément rapidement s'apercevoir.
Sauf que là, il y a des enjeux financiers. Vous allez mettre 10 000, 30 000, 100 000 euros sur la table. Si au bout de 6 mois, 2 ans, 3 ans, vous vous rendez compte que ça ne matche pas, il y a un risque et pour vous et pour le réseau en face. Donc la transparence, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc posez les bonnes questions. Le niveau d'autonomie dans les franchises, il est très très large. Même si en effet, il y a un cadre qui est imposé par la franchise dans ce qu'on appelle le manuel opératoire, vous devez respecter ce cadre. Il y a des franchiseurs qui vont être très, très rigides. Je prends souvent l'exemple de McDonald's. En effet, McDonald's, tout est process partout. Donc il y a une marge d'autonomie qui est très très faible. En revanche, il y a des franchiseurs qui sont beaucoup plus souples. Et souvent, j'ai envie de dire, c'est très très lié, même s'il y a des exceptions. Plus l'enseigne est récente, plus le process est en train de se définir, plus il est souple. Et ça peut être intéressant en fonction des profils que l'on a. Donc si vous êtes un entrepreneur qui a besoin de liberté, besoin de s'exprimer à 100%, peut-être essayer de vous orienter vers une jeune franchise qui sera ravie justement d'avoir quelqu'un qui est prêt à mettre un peu les mains dedans pour structurer le réseau. Si à l'inverse, vous voulez vraiment quelque chose de clé en main où vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur vos clients, sur votre équipe, sur votre business à l'instant T, sans vous poser toutes les questions qu'il y a autour, allez sur une franchise très structurée où il y a des process, où on vous demandera de les respecter à la lettre. Ok. À l'inverse, quelles compétences doit développer le franchisé lui-même pour éviter l'idée d'une dépendance totale au réseau? Alors ça va faire écho à ce que je disais un tout petit peu en amont. Le franchisé reste un chef d'entreprise indépendant. Le franchiseur, il apporte le concept, mais c'est le franchisé qui est le patron chez lui. Donc il doit développer son management de proximité, sa visibilité locale. L'enseigne va apporter une marque avec une notoriété nationale. Mais c'est à l'entrepreneur de faire rayonner la marque en local. Exemple, une publicité à la télévision, ça va être payé par la tête de réseau, mais des 4 par 3, de la publicité dans la presse ou de la pub en radio, ça va être financé ou en tout cas cofinancé par le franchisé en local. C'est à l'entrepreneur, c'est à lui d'être maître de cela. Voilà, donc c'est vous qui allez chercher le client sur votre zone via les réseaux sociaux ou via les partenaires locaux. Donc c'est vraiment les compétences de manager et de chef d'entreprise que va rechercher un franchiseur. D'accord. On parle souvent de la franchise comme d'un levier d'attractivité commerciale. Selon vous, quels bénéfices la franchise apporte-t-elle au territoire, notamment dans des villes moyennes comme Dunkerque? Je dirais que faut voir ça comme un cercle vertueux. Les enseignes nationales sont souvent vues comme des locomotives. Ça rassure le consommateur, ça génère du flux et ça profite aux commerçants indépendants voisins. Pour les villes, c'est aussi une garantie de pérennité. Franchise, généralement, résiste mieux aux crises grâce à la force du groupe. Donc c'est vraiment le mix des deux qui va être intéressant. La franchise n'a pas vocation à remplacer tous les indépendants et inversement. Les villes qui fonctionnent le mieux, c'est les villes qui ont justement trouvé un bel écosystème entre le dynamisme, l'implication d'un indépendant sans enseigne et justement la force et l'attractivité, le dynamisme d'une marque sous enseigne. Ok. À Dunkerque, justement, nous menons des actions pour attirer de nouvelles enseignes en centre-ville et renforcer la diversité commerciale. Est-ce que vous avez des conseils pour rendre un territoire attractif pour une enseigne, que ce soit les flux, la population, l'immobilier commercial ou encore l'accompagnement local? Alors oui, on le voit de plus en plus, c'est pas une nouveauté. Les extérieurs de ville ont pris ces 15-20 dernières années une place très importante, au détriment souvent du dynamisme des cœurs de ville. Et en fait, ça s'est détricoté au fur et à mesure du temps. Et on le voit, il y a de plus en plus de villes qui viennent nous voir comment vous pouvez m'accompagner dans le dynamisme de nos villes. Euh, et souvent, le problème est pris à l'envers. C'est pas parce que je mets une enseigne que ça va recréer du monde. Encore une fois, comme je le dis, ça s'est détricoté au fur et à mesure. D'abord, les enseignes sont parties et on a perdu de la qualité de vie. Et c'est d'abord en remettant la qualité de vie que les enseignes pourront revenir. C'est pas juste l'enseigne à elle seule qui va drainer ça. Donc c'est souvent les enseignes, elles manquent de visibilité pour être rassurées sur la faisabilité d'un projet. Les enseignes, elles ont besoin de données, le flux piéton, les zones de chalandise, etc. Et ça va être des facilitateurs. Donc il faut une collaboration étroite avec la CCI ou les élus locaux, ça c'est important. Si vous facilitez l'installation avec les locaux disponibles, des démarches simplifiées, ça va grandement aider l'entrepreneur en local. Les développeurs d'enseignes y viendront.
ça c'est sûr. Mais encore une fois, je le disais, il suffit pas de dire j'ai un emplacement, venez. On a perdu des places de parking au fur et à mesure, on a perdu des médecins, on a perdu des postes, on a perdu des crèches, on a perdu des lieux de vie. Voilà, donc clairement, il faut d'abord redonner du dynamisme pour donner envie aux familles de s'installer. Et une fois que les familles seront présentes, les commerces auront des besoins spontanés pour venir s'installer. Voilà, donc il faut vraiment reprendre les choses dans le bon sens. Je pense aussi à la multi-franchise, encourager les entrepreneurs locaux à ouvrir un deuxième ou un troisième point de vente. Ce sont eux les développeurs du territoire. Donc une fois que l'enseigne elle a vu le potentiel sur une zone d'activité, bah, c'est l'entrepreneur en local qui va pouvoir dupliquer avec un, deux, trois restos, un magasin de textile, un, deux, trois magasins de textile. Voilà. Et dernier point, c'est ce qu'on appelle, là je viens de parler de multi-franchise, c'est le principe d'avoir plusieurs points de vente d'une même enseigne. Et on a également la pluri-franchise, c'est la capacité d'avoir et un restaurant, et un pressing, et un magasin de vêtements, par exemple. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que l'entrepreneur va créer une holding, il va y avoir des économies d'échelle qui vont se faire au niveau de cette entreprise, et il y a une vraie connaissance du territoire, et ce qui permet de gérer plusieurs points de vente sans avoir en effet une distance trop importante entre les points de vente. Ok. Et de manière très concrète, est-ce que vous avez des exemples de villes moyennes qui ont réussi à dynamiser leur centre-ville grâce à la franchise? Oui, alors j'ai deux exemples. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle ville de taille moyenne, mais on a beaucoup travaillé en collaboration avec la ville de Melun, avec laquelle on a organisé par exemple une visite. L'idée c'était de dire les franchiseurs. Venez, on va vous faire une visite guidée. Alors la mairie a organisé une visite guidée, nous on a fait l'intermédiation, je dirais, ce qui a permis à quelques enseignes qui n'étaient pas présentes sur le centre-ville de redécouvrir le centre-ville, les projets futurs, les projets récents, voir un petit peu le dynamisme. Ensuite, la mairie a beaucoup travaillé justement sur des aides, par exemple la préemption de locaux pour se garantir que le choix de l'emplacement, enfin du commerçant qui va être sur place, ça, on l'a vu dans un nouvel écoquartier qui s'est construit. Euh, la ville a préempté tous les pieds de les commerces, je vais y arriver, tous les pieds de commerce, se garantissant ainsi le choix en se disant, voilà, si je veux un coiffeur, j'aurai un coiffeur, si je veux un magasin de surgelé, j'aurai un magasin de surgelé. Voilà, comme ça, ça, c'est une technique que l'on peut avoir. Et il peut y avoir des aides également à l'installation, des prêts à taux zéro, des démarches simplifiées, comme je le disais plus tôt. Donc il y a vraiment une volonté de la part de certaines communes d'accompagner les enseignes. Donc nous, on a fait de la mise en relation avec cette commune, et on a eu également sur la ville du Mans un très très fort dynamisme aussi avec deux villes, voilà, le vieux quartier du Mans et le nouveau quartier du Mans. On a des exemples avec une grande place centrale. Je parlais de préemption tout à l'heure par exemple. C'est une grande place centrale dans laquelle pendant des années, tout autour, il y avait plusieurs commerces type bar, restauration, qui au fur et à mesure des années se sont vus fermer au détriment d'agences bancaires ou d'assurances ou d'opticiens. Il en faut, pas de problème, mais est-ce nécessaire d'avoir une banque qui a pignon sur rue sur une grande place de vie au détriment de la qualité de vie? Donc la mairie a mis un stop, a mis un le holà, elle a repréempté, donc a racheté, pris la possession de ces beaux commerciaux pour choisir d'y remettre avec des avantages, des loyers modérés, des accompagnements, des lieux de vie, donc des restaurants, des lieux de, qu'on appelle ça, de j'ai oublié le terme, de coworking, voilà, donc des bars, des restaurants, des espaces de coworking, de façon à recréer du flux, du trafic, du dynamisme avec des terrasses et des gens qui viennent vivre et profiter de cette grande place, de façon à retrouver les banques, les assurances ou autres, non loin de la grande place principale, mais sur les artères juste très proches, mais qui n'ont pas besoin d'avoir une grande visibilité comme ça. Voilà ce que les villes de taille moyenne peuvent faire. Merci pour ces exemples. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'il y a quelques semaines, nous avons publié sur les réseaux sociaux de La Turbine des pitchs franchiseurs en recherche d'implantation à Dunkerque dans plusieurs secteurs d'activité. Et tout à l'heure, vous parliez justement de villes qui avaient invité, par exemple, les enseignes à venir visiter la ville et rappeler les nouveaux projets, etc. C'est ce que nous avons également mis en place à Dunkerque pour faire venir de nouvelles enseignes.
Donc nous vous ajoutons le lien de ces vidéos directement en description de ce podcast. N'hésitez pas à les regarder pour regarder les enseignes qui souhaiteraient s'implanter sur notre territoire. Si on parle maintenant un petit peu des tendances et des perspectives, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances de la franchise? Donc on entend beaucoup parler de restauration rapide. Est-ce qu'il y a aussi d'autres concepts ou des services de proximité par exemple qui marchent en ce moment? Alors, la restauration rapide, je fais un tout petit enfin, un bémol. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un secteur où il y a énormément d'innovation, beaucoup de dynamisme, beaucoup de nouveaux acteurs. Néanmoins, le marché, il est saturé, on va dire. Donc, il y a pas forcément, le gâteau ne grossit pas, les gens ne vont pas beaucoup plus au restaurant. Donc il y a du dynamisme, il y a beaucoup de nouveaux acteurs, mais attention, il y a aussi beaucoup de petits acteurs qui, on le voit, sur 3 à 5 ans, malheureusement, n'arrivent pas à s'imposer dans la durée. Ce que l'on voit, nous, c'est surtout des nouveautés dans l'organisation, des multimarques, des enseignes. Je vais prendre, alors, c'est un très gros exemple, bien évidemment, mais on reste dans la restauration. Vous prenez le groupe Bertrand, qui possède les enseignes Léon, Hippopotamus, Au Bureau, Volfoni et d'autres, également la master franchise de Burger King. Et leur force, c'est de réussir à mutualiser les services généraux de façon à limiter les coûts pour l'ensemble des enseignes. Voilà l'innovation d'un point de vue franchiseur. En tout cas, voilà, il reste beaucoup de dynamisme sur la partie restauration. Les salles de sport, le marché du sport a encore de belles croissances. On a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Et encore une fois, si on se compare par rapport aux pays nordiques ou aux pays anglo-saxons, où on voit le taux d'implantation, le taux de pénétration des enseignes de sport sur le marché, on peut imaginer qu'il y a encore une belle perspective de croissance en France. Dans le B2B, comme je l'avais dit un peu plus tôt, l'implantation de nouveaux services vraiment entre professionnels, c'est vraiment un secteur où il y a de grandes innovations. Un des, comment dire, dans les nouveautés liées à la franchise, au modèle économique au sens large, on voit que le ticket d'entrée pour devenir franchisé est de plus en plus faible. Fut un temps, il fallait plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros d'apport pour pouvoir ensuite aller emprunter à la banque et faire des investissements. Aujourd'hui, on voit que certains concepts, à partir de 10 ou 15 000 euros, on peut devenir franchisé aujourd'hui. Donc 10 ou 15 000 vont nous permettre de lever 30 ou 40 000 et on peut commencer avec des concepts très légers. Dans les concepts très légers que l'on peut voir aussi, j'évoquais tout à l'heure, il n'y a plus forcément besoin d'avoir des équipes de 2, 3, 4 personnes et d'être commerçant indépendant. On a aussi de plus en plus des concepts de camions. Voilà, des camions mobiles, là encore dans le B2B, réparation de véhicules, réparation de volets roulants, des choses comme ça. Entretien des piscines, on le voit également. Donc ça, c'est des nouveaux concepts. Et c'est très corrélé à une nouveauté dans la franchise aussi. L'âge moyen du franchisé a tendance à rajeunir, ce qui fait que pendant des années, on avait un âge autour de 45-50 ans, plutôt troisième et dernière partie de carrière, où un cadre supérieur a mis quelques dizaines de milliers d'euros de côté pour entreprendre. Là maintenant, l'âge a tendance à diminuer un petit peu. On voit des jeunes qui ont envie d'entreprendre de plus en plus tôt et forcément n'ont pas forcément les mêmes moyens que quand on a 45-50 ans. Donc du coup, les modèles s'adaptent également à cela. Et enfin, le dernier secteur dans le service à la personne, ce qu'on va appeler la silver economy. En France, la population est vieillissante, il faut s'occuper de nos aînés et il y a de plus en plus de prestations de services, d'enseignes qui se créent pour aller faire du portage de repas, pour s'occuper, faire du ménage à domicile, s'occuper du jardin ou tout simplement s'occuper de nos aînés par exemple. Voilà, donc le marché du service à la personne est encore très fortement développé. Et un conseil final pour un porteur de projet dunkerquois qui hésite à se lancer en franchise, qu'est-ce que vous pourriez dire? Venez au salon de la franchise, vous y trouverez plus de 600 enseignes pour vous inspirer déjà. Posez les questions aux experts que vous allez pouvoir rencontrer. Prenez rendez-vous avec votre CCI, regardez les entrepreneurs autour de vous. N'hésitez pas soyez curieux, posez les questions. N'hésitez pas, quand vous avez identifié un secteur d'activité qui pourrait vous plaire, à demander ce que l'on appelle des vies ma vie, soit en contactant la tête de réseau et demandant l'autorisation de venir passer du temps dans un de leurs points de vente, soit directement en allant voir les franchisés sur place. Vous les rassurerez sur le fait que vous n'êtes pas forcément concurrent. Peut-être que ça peut être dans une autre ville, par exemple, mais
posez-leur les questions. La plupart des franchisés sont ravis de parler de leur modèle économique et de leur succès. Ça les valorise également, donc souvent ils sont prêts à partager. Donc voilà, posez des questions, soyez curieux, entourez-vous, faites-vous accompagner. La CCI, encore une fois, dispose de très beaux moyens et de nombreuses aides pour vous accompagner. Et enfin, l'entrepreneuriat est un très beau parcours et le faire en franchise limite les risques. Vous êtes moins seul, en tout cas, comme je le disais, entrepreneur indépendant mais non isolé. Donc, Merci Thomas pour cet éclairage très concret. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la franchise, donc comme l'a dit Thomas, ils peuvent retrouver toutes les informations sur le site de la FFF. Et n'oubliez pas que Franchise Expo Paris 2026 revient très vite du samedi 14 au lundi 16 mars prochain. Je vais y arriver. À Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 1. Et comme je l'indiquais précédemment, des enseignes recherchent déjà leurs futurs franchisés à Dunkerque. Alors n'hésitez pas à consulter les pitchs des enseignes directement sur notre chaîne YouTube dans la playlist franchise. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Turbine Podcast. Merci Thomas. merci, au plaisir de vous croiser au salon. Au revoir. À bientôt, au revoir.